Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu à notre slot sur le monitoring des conteneurs en production. On va essayer de faire ça un peu dynamique avec Jonathan. Ouais. Merci déjà d'être venu pour cette journée du Container Day et de clôturer avec nous. On est ravis de vous recevoir. Je t'en prie. Donc, qu'est-ce qu'on va aborder sur ce slot? On va déjà essayer de voir ce que nous, en tant qu'exploitants, on a besoin de faire sur une plateforme avec des conteneurs un peu partout. Comment est-ce qu'on peut répondre à nos petites problématiques et qu'est-ce qui a changé avec les conteneurs et qu'est-ce qu'on doit faire pour les conteneurs. C'est un peu le but de ce slot. Donc avant d'aller plus loin, on va se présenter rapidement. Donc j'ai la chance d'être sur ce slot avec Jonathan Raff. Bonjour, je suis ingénieur système et réseau, donc je suis principalement en charge de manière générale sur les plateformes de type container, donc tout ce qui est déploiement et exploitation de ces plateformes, donc Mesos, Marathon, Kubernetes. Et donc Jean-Pascal Thierry. Donc là, moi aussi, je suis consultant chez Xebia depuis 3 ans. J'ai eu la chance de travailler 15 mois sur un projet open source qui s'appelle Kodokojo, qui vise à fournir une plateforme d'usine logicielle de manière open source, et intégralement basée sur des conteneurs, donc avec du Mesos, du Docker et du Marathon. Donc il a bien fallu qu'on mette en place des solutions de monitoring dans ce contexte-là. Donc, ce que nous ne sommes pas sans vue. Donc, nous essayons toujours d'avoir une vision globale de la plateforme. Donc, de cette manière, on va toujours essayer d'avoir quelque chose qui va nous le permettre. Dans cette optique, j'ai plusieurs besoins moi en tant qu'ops. J'aimerais bien savoir ce qui se passe sur la plateforme. Je vais avoir des métriques numériques sur la plateforme. Donc, par exemple, je vais avoir l'utilisation CPU, donc des métriques techniques, l'utilisation CPU, disque, nombre d'IO, l'utilisation réseau. Mais je veux aussi des métriques business. Je vais pouvoir dire à mes supérieurs, niveau feedback, moi en ce moment j'ai tant de requêtes sur le serveur, j'ai tant de commandes qui sont en live, tant de transactions. Je vais pouvoir avoir cette info en live et la présenter. C'est important qu'on puisse l'avoir aussi bien en live qu'un peu plus tard dans le temps, parce qu'en cas d'incident, j'aimerais pouvoir aussi investiguer un petit peu sur ce qui s'est passé sur la plateforme. Et c'est des métriques qui sont importantes pour nous, pour savoir un peu ce qui s'est passé et mieux diagnostiquer et éventuellement trouver des actions à réaliser pour que le problème ne se reproduise pas, quoi. Mais aussi, je voudrais bien avoir du monitoring. Par exemple, à l'instant T, je voudrais bien savoir ce qui se passe sur la plateforme et aussi de manière chronologique, de manière à avoir un historique de ce qui s'est passé. Par exemple, l'application a démarré à 9h03, donc l'application a été déployée, puis à 9h25, il y a eu le temps de réponse de l'application qui était de 22 millisecondes. D'un coup, à 10h02, elle montait à 400 millisecondes, et puis à 10h05, d'un coup, elle a perdu une connexion à la base de données. Ça permet d'avoir une chronologie. Donc de cette manière, moi, je peux savoir qu'il y a eu peut-être un incident sur la base de données et qui a été progressif. C'est quelque chose qui me donne une première vision déjà. C'est généralement quelque chose qui est en complément de la métrologie et qui est souvent basé sur ce qu'on appelle vulgairement les logs, au final. Mais effectivement, dans cet ensemble de logs, on peut avoir 2 types de logs. On va avoir les logs effectivement très techniques sur les temps de connexion, mais on pourrait aussi avoir des logs business qui seraient spécifiques à l'application. Et enfin, je voudrais bien avoir de l'alerting. C'est-à-dire que quand ces événements se passent, donc là c'est vraiment de manière live, je voudrais bien être alerté des états anormaux. Donc, par exemple, à 3h du matin, j'ai ma plateforme qui est tombée. Donc j'ai la base de données qui ne fonctionne plus et d'un coup, j'ai plus de service. Peut-être que aussi, là c'est un exemple qui est peut-être pas pertinent, c'est qu'il me reste moins de 5% d'espace disque. Je ne veux peut-être pas être alerté la nuit via PagerDuty de 5% d'espace disque sur un serveur. Je pense que c'est plus important que le service soit coupé, dans ce cas je vais le régler, plutôt que 5% d'espace disque, je m'en occuperai le lendemain matin. Par contre, le fait qu'il n'y ait plus de commandes depuis plus de 20 minutes, ça veut dire que ma plateforme d'e-commerce, par exemple, j'ai plus d'achat depuis 20 minutes, c'est peut-être pas normal. Et peut-être que mon e-commerce, du coup, c'est quelque chose de plus européen ou mondial. Du coup, pour moi, 3h du matin, c'est 8h du matin pour le Japon. Et du coup, c'est vrai que j'ai plus de commandes, j'ai plus de chiffres. Il faut bien comprendre que l'alerting, en général, il doit être un peu sélectif, comme tu le dis. Et puis, en plus de ça, si on ne l'a pas en place, moi, j'ai déjà rencontré certains cas où, en fait, on payait des gens à regarder des tableaux d'écran avec des icônes qui changent de couleur et qui, en fonction de l'icône qui change de couleur, passaient du vert au rouge. Ils avaient une liste avec un ensemble de mails à envoyer pour juste alerter, en gros. Enfin, ce qu'on appelait de l'alerting manuel. On a déjà fait le coup. C'est pas très pratique. Enfin, moi, j'aimerais pas être payé à ça, en fait. J'aimerais pas être payé à regarder un écran pendant 8 heures la journée. Et puis, on est bien d'accord, avec le monitoring et la métrologie qu'on a vu juste avant, on est capable d'automatiser ça et d'avoir des choses assez sympas pour ça.
Alors c'est bien tout ça, là on a exposé, c'est des choses, des concepts qui existent déjà depuis longtemps, hein, le monitoring, la métrologie et l'alerting, hein, c'est pas nouveau. Mais on aimerait avec vous aborder le point sur le fait, enfin, qu'est-ce que les conteneurs ont changé tout ça par rapport aux architectures. Donc voilà, on a connu comment dire, la démocratisation des VM qui ont déjà changé pas mal de choses sur notre manière de concevoir une machine. Et maintenant les conteneurs viennent encore chambouler un petit peu plus ça avec les VM. On va se retrouver avec tout un tas de conteneurs qui va être lancés sur un ensemble de machines. On va plus forcément être très très aware de là où ça se trouve. Et surtout, maintenant, on a les développeurs qui s'y mettent en plus à faire du conteneur, parce que bon, les conteneurs, au final, pour un exploitant, c'est quelque chose qui n'est pas forcément nouveau. De l'OpenVZ, ça fait longtemps que certains en font, même si c'était complètement masqué auprès des développeurs qui n'en avaient pas forcément conscience. Maintenant, ils en font avec du Docker, par exemple. Et ils se retrouvent à nous pousser leurs images avec tout ce que ça contient. Ça change quand même quelques petits trucs. Donc c'est ça qu'on aurait aimé aborder avec vous. Donc maintenant, on se retrouve à avoir... donc, les développeurs nous livrent un conteneur ou plusieurs conteneurs avec le service. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait pour les passer en production, quoi. Ça serait bien que ça fonctionne. Donc, on ne voudrait pas que ce cas arrive. Donc on ne voudrait pas se retrouver à déployer justement tous ces conteneurs en production. Puis d'un coup, on les déploie et plus rien ne fonctionne. Ou alors, on se retrouve à avoir un incident en pleine journée ou en pleine nuit. Et on n'a aucune info. Voilà. C'est le cas qu'on ne veut vraiment pas. On veut savoir pourquoi c'est arrivé. Voire on a perdu des conteneurs, mais on ne les voit même plus, donc on ne sait pas qu'ils sont perdus. C'est des choses qui arrivent aussi. Oui. Et comme le dit très justement Jonathan, moi j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé pour comprendre la route cause et que ça ne se reproduise pas, voir que je puisse prédire quand est-ce que ça va arriver, quoi. Du coup, actuellement, pour tout ça, qu'est-ce qu'on a ? Là, actuellement, la situation actuelle avec les infrastructures qu'on a, donc ça veut dire avoir des serveurs déployés ou des machines virtuelles, c'est qu'on a des agents de supervision qui sont contrôlés par un serveur. Par exemple, on va prendre l'exemple de Centreon, Nagios ou HPOV. On va avoir un nouveau serveur pour une application, il va falloir le déclarer à la main dans le serveur central. Pour lui dire, attention, maintenant, tu as un nouveau serveur, il est là-bas. Le problème avec ça, c'est vraiment la déclaration. Je vais avoir un équilibre à avoir entre la granularité de mes checks et la complexité de maintenance. Actuellement, ce qu'on va faire, c'est on va se dire, j'ai un template, par exemple pour un serveur WebLogic ou un serveur WebSphere, et un jour, on va me dire, maintenant, tu as un serveur Tomcat, parce que, écoute, maintenant, c'est un nouveau besoin. Je vais devoir adapter mon template. Au final, je vais avoir un nouveau template, donc avec les nouvelles nécessités, peut-être des nouveaux checks, mais peut-être des checks qui n'ont pas de nécessité non plus. Par exemple, il peut y avoir un check sur WebSphere qui va me dire, je vais vérifier la lib de toutes mes JVM, et sur Tomcat, ça n'a pas d'utilité. Donc j'ai un check qui ne sert à rien, et qui va peut-être être rouge pour rien, et que je vais mettre à la main en mute dans Nagios parce qu'il m'emmerde. Ouais, ça a l'air sympa tes templates, dis-moi. Ouais, c'est très pratique en fait. Au final, je me retrouve à avoir pas un seul template, mais plein de templates qui sont en fait aussi complexes qu'avoir des cas spécifiques. Donc, finalement, ça m'arrange pas. Hein. D'accord. Quid du monitoring avant l'arrivée des conteneurs, finalement, on faisait déjà du serveur d'application. On venait déployer des trucs qui étaient censés être portables entre serveurs d'app pour du Java. Voilà, et du coup, moi, équipe d'infrastructure, je venais, je livrais un Tomcat ou un WebSphere ou un WebLogic. Les développeurs me fournissaient le AR ou le WAR et je déployais ça dans le serveur d'app. J'étais content. Et en plus de ça, vu que c'était moi qui fournissais le middleware, je fournissais généralement un petit outil à moi pour faire le monitoring dedans. Voire des fois, le middleware me fournissait l'outil qu'il fallait pour faire le monitoring, mais c'était assez spécifique à mon middleware. Mais au moins, je l'avais. Et puis, du coup, avec tes histoires de templates et autres, je pourrais avoir des métriques, mais bon, des fois, elles ne sont pas toujours adaptées, quoi. Parce que même si c'est censé être portable entre du WebLogic et du WebSphere ou autre, je me retrouve avec des métriques qui ne sont pas forcément équivalentes partout. Un nombre de fois, je suis retrouvé à avoir des métriques qui sont finalement une métrique de JVM ou de GC qui ne sont pas adaptées du tout à l'application. Je ne les compte plus maintenant. Hein, au final, c'est pas tellement d'intérêt, quoi. Voilà, et puis bon, on a un truc qui est apparu il n'y a pas très très longtemps, enfin il y a 6-7 ans maintenant, c'est ce qu'on appelle la centralisation des logs, qui est bien répandu, enfin commence à être répandu maintenant. On ne le trouve pas partout encore, malheureusement. Mais bon, ça apporte quand même quelques petites choses, parce que moi avant, je me rappelais, je me connectais sur les 40 machines pour aller chercher sur le serveur WebLogic les logs de mon application, et c'était jamais le bon serveur, il fallait que je me reconnecte ailleurs, c'était un peu compliqué. C'est vrai que la centralisation des logs, pour ça a apporté quand même un petit plus, même si c'est pas encore une généralité, quoi. Malheureusement, non. On ne trouve pas partout. Ouais. Et ensuite, on a la métrologie, donc la récupération de toutes les métriques numériques de la plateforme. Donc, par exemple, actuellement, j'ai un serveur qui s'appelle SLVFR CRM01, qui est mon super serveur de CRM Sage dessus. Et ce serveur héberge le CRM de la société. Le problème, c'est qu'actuellement, je sais que j'ai les métriques et logs
sur ce serveur. Par contre, il se trouve qu'en fait, le serveur a été un peu recyclé parce que c'est un serveur qui a quand même beaucoup de CPU et beaucoup de RAM. Et ils se sont dit qu'on va faire un peu de Shadow IT. On va mettre du Redmine, on va mettre un serveur Nagios aussi dessus, parce que peut-être en fait il y avait de la place et puis il me fallait un deuxième slave. Et au final, les logs et métriques que j'ai sur ce serveur, elles ne concernent pas que le CRM. Elles concernent aussi au final le Redmine, elles concernent le Nagios et tout autre outil qui a été installé dessus. Donc au final, j'ai plus vraiment de labellisation de la métrique que j'ai reçue de ce serveur et de l'application qui est dessus. Et aussi, le monitoring et la métrologie sont très souvent liés. C'est pas un désavantage en soi, parce qu'on a des outils qui sont tout en un, comme Zabbix, comme HPOV, qui vont prendre ces métriques et les checks à faire de vérification de service, et qui vont les remonter et les agréger. Maintenant, c'est un peu couplé quand même. C'est-à-dire que si je me dis que je veux juste avoir les métriques sur une application et pas faire de vérification dessus parce qu'en fait, ça n'a pas d'avantage, finalement, je suis coincé. Le petit problème aussi, le problème de naming des machines, hein, c'est un truc qu'on retrouve assez souvent dans pas mal d'SI au final. Et ça pose pas mal de soucis parce qu'effectivement, on ne sait pas ce que la machine va venir dans les années à venir, surtout que c'est des SI en général où l'uptime d'une machine peut dépasser plusieurs années. Et quand ils ont créé la machine, ils ne savaient pas forcément ce qu'elle allait devenir dans le temps, et au final, c'est vrai que son nom, il n'est plus forcément révélateur. Et pire que ça, c'est qu'on a fait des dashboards et on a fait des outils pour aller checker son état en fonction de son nom, quoi. Et là, du coup, ça veut dire que si jamais je voulais être vraiment remettre son nom pour qu'il représente vraiment ce qu'elle fait, il va falloir que je rechange tout mon outillage derrière, quoi. Du coup, avec tout ça, là, c'est les outils actuels. Est-ce qu'on est prêt à aller en prod? Avec les conteneurs, je suis pas sûr. Tu ferais le saut, toi? Moi, je ne ferai pas le saut. Hein. J'ai envie d'avoir un peu plus de sûreté quand même. Enfin, sachant un peu comment, de ce que j'ai vu sur la plateforme de développement, les conteneurs, c'est pas si simple en fait. Ouais. Par exemple, ce que j'ai pu voir, c'est qu'un conteneur, actuellement, c'est un OS léger. C'est un OS qui n'a pas de système d'init. C'est un OS qui n'a pas de noyau. Donc au final, moi qui me pose mes questions du comment j'installe mon agent Zabbix, comment j'accède à l'intérieur du conteneur, je suis coincé, je peux pas le faire, quoi. Et comment j'audite ce que font les utilisateurs. Par exemple, avant, j'avais un audit day qui était sur le serveur, qui s'occupait de vérifier tout ce que font les utilisateurs sur le serveur des admins, par exemple. Là, je peux plus le faire. Maintenant, ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'un conteneur, actuellement, l'idée, c'est d'avoir un conteneur qui soit immutable. C'est-à-dire que je ne dois pas avoir un conteneur qui doit être modifié par une opération quelconque. Du coup, en fait, ça fait sens. Maintenant, ça veut dire que moi, il faut que je m'adapte comment je vais vérifier tout ça. Oui, et puis bon, c'est vrai que c'est fini un peu ce pattern de je vais me connecter sur la machine, voire sur le conteneur pour aller faire un apt-get upgrade de mon conteneur. Ça fait mal. C'est pas très reproductible en fait. Voilà, puis en plus de ça, on avait le choix. Soit on pouvait créer une grosse image Docker avec tout un système d'exploitation pas à jour et que je vais commencer par faire un apt-get upgrade dedans, ou on a plutôt pris le choix, nous, de promouvoir des images Docker plutôt légères qui ne vont contenir que ce que j'ai besoin pour faire tourner mon applicatif. Donc effectivement, les premières réactions, des fois, c'est « mais où bash ?» Je suis sur une Alpine, donc j'ai que du SH déjà. Encore mieux, où il est où mon init? Donc, du coup, c'est vrai que pour l'installer des outils de monitoring ou de métrologie là-dedans, c'est plutôt un peu corsé, quoi. Et deuxième point, j'ai pu voir que sur le Mesos de dev, en fait, les conteneurs s'appellent D91957. Ils ont un UID en fait. Donc, du coup, je ne sais pas du tout ce qui est dessus. Donc, au final, comment je sais quelle application est dans ce conteneur et comment je peux me repérer? Parce que du coup, là, j'ai des logs et je ne sais pas comment faire. Oui, puis en plus de ça, c'est génial les conteneurs, mais l'intérêt des conteneurs, quand même, c'est d'avoir une scalabilité qui soit quand même assez réactive, avec une durée de vie qui peut être de l'ordre de la minute. Donc, ça se trouve, mon super conteneur D914-57F5, il a une durée de vie de 5 minutes. Donc, j'ai des logs qui viennent de ce conteneur-là, mais pendant 5 minutes. Après, ça a changé de nom. Alors, du coup, ça varie un peu tout ça, quand même. C'est sujet à changement. On a quelques petits soucis à se faire, je pense. Hein. Puis en plus, les nouvelles architectures microservices que les développeurs nous ont apportées, qui sont super intéressantes en soi, mais en fait, du coup, chaque conteneur a une partie du métier. C'est-à-dire que du coup, j'ai qu'une vision de ce qui se passe dans l'application en prenant les logs d'un seul conteneur. Et chaque log, tout seul, a peu de valeur. C'est-à-dire que je vois par exemple qu'une application m'a dit j'ai traité telle transaction. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe après? C'est un autre service qui a traité la suite, et j'ai pas l'info parce que du coup, il faut que je trouve le conteneur suivant en fait. Donc, du coup, ici, on voit qu'il y a vraiment une nécessité de centraliser tout ça, parce que si je centralise tout ça, je vais pouvoir chercher par application et me dire, je vais avoir une frise chronologique des listes des events et de voir ce qui se passe séquentiellement. Là, du coup, on voit qu'on a une vraie valeur. Et les conteneurs,
dans un cluster, vont démarrer, s'arrêter, s'interrompre, être remplacés. Même chose, ils vont être déplacés d'un serveur à un autre serveur. Finalement, j'ai des logs qui sont sur un serveur, et au final, ils s'arrêtent parce que le conteneur a été remplacé. Et ils se retrouvent sur un autre serveur derrière qui est finalement un autre serveur du cluster, et j'ai une autre partie des logs. Là, j'ai besoin vraiment de suivre tout ça, en fait. Ouais, d'où je pense effectivement qu'on centralise un petit peu tout ça, quoi. Je pense que ça va ça va me faciliter la vie, en fait, de faire ça, je pense, en tant qu'opérationnel. Ouais, on peut être assez vite perdu entre les architectures microservices, des gros clusters avec plein de machines un peu partout, comme on l'a pu le voir sur différents slots avant, en multi-data center au travers du monde. En plus de ça, mes conteneurs, ils vont scaler différemment en fonction des zones. Donc, je vais avoir une plateforme très variante. À un instant T, je peux prendre une photo, mais ça représenterait un peu ça, quelque part, et du coup, on n'y comprendrait pas forcément grand-chose, voire ça n'aurait pas forcément beaucoup d'intérêt. Et surtout, c'est qu'elle se réveille 2 secondes. 2 secondes après, elle pourrait peut-être complètement changer. Donc clairement, je pense que, comme on faisait avant, on allait se connecter sur les machines, essayer de faire du diagnostic là-dessus en cas d'incident, c'est juste une horreur, en fait. Et puis moi, je ne vais pas faire ça à 3h du matin. Connecter, chercher les machines à 3h du matin, je le fais pas. Et puis en plus de ça, vu qu'on fait du microservice, il va savoir quel service dépend avec lequel. On a déjà une map des services qui interagissent entre eux à maintenir, qui est déjà pas forcément évidente. Mais si en plus, il faut que je me retienne où est-ce que sont lancés tous les conteneurs, et de quel service, et qu'est-ce qui a bien pu se passer à un instant T et 10 secondes après, ça va pas être possible. On va jamais trouver pourquoi ça a planté, en fait. Voire, on sera jamais capable de remonter la plateforme. Enfin, moi, je le sens pas. Pas du tout. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, il y a tout qui change, il y a tout qui bouge. Donc, il y a une idée, je pense, qu'on pourrait essayer, c'est de changer de paradigme. Jusqu'à maintenant, le modèle habituel, c'est d'avoir un serveur central qui va se connecter à toutes les machines et qui va regarder tout de manière centrale, en allant voir directement. On pourrait peut-être se dire qu'on va inverser la chose. On va dire que les serveurs eux-mêmes vont se déclarer. Et du coup, les serveurs, il faut peut-être les considérer moins comme des serveurs à bichonner, des serveurs à surveiller, à maintenir sur la durée, mais plus des serveurs qui sont en fait un troupeau, qui sont juste simplifiés, qui sont installés directement. Pareil pour les conteneurs, en fait. Les conteneurs, on va les lancer, on va se dire c'est un conteneur, ok, il va être lancé, il va disparaître, c'est normal. Ça fait partie de sa vie. Peut-être que l'orchestrateur, donc par exemple Mesos, Marathon, c'est des orchestrateurs qui sont là pour avoir une vue d'ensemble du cluster et gérer leur cycle de vie, s'ils sont vivants ou morts, et les relancer de manière simple. Par exemple, là, s'ils sont tués, ça fait partie de la vie parce que peut-être qu'il y a eu un incident sur ce nœud et du coup, il va être relancé ailleurs. Du coup, il faut prendre ça en compte dans notre cycle de vie. Et pareil pour les logs, il va falloir prévoir le fait d'identifier chacune de ces lignes de log. On va avoir la sortie d'un service, on va juste avoir l'ID du conteneur et le process, par exemple Java ou Nginx, et sa ligne de log. Là, tout seul, ça ne va pas nous aider. Donc, on va peut-être devoir identifier en plus, dire, par exemple, je sais que ce conteneur, quand je l'ai lancé, il avait tel ID. Et son rôle, c'était mon application. Donc, je sais que ça fait partie de mon application, en fait. Puis bon, comme tu l'évoquais aussi, c'est vrai qu'on ne va pas se connecter sur le conteneur pour le mettre à jour en cas de faille de sécu. On va remettre à jour l'image et puis on va redéployer. Je pense que ce sera mieux. Ouais, je pense que c'est une meilleure idée. On va déjà y gagner un petit peu, et puis si on arrive à identifier les lignes de log par conteneur, ou au moins rattacher du contexte à la ligne de log, c'est-à-dire dire ce conteneur-là concerne tel microservice ou telle application, je pourrais faire des requêtes plus tard dans ma centralisation des logs pour regrouper toutes les logs qui concernent telle application, quelle que soit la machine et le conteneur dans lequel ça a intervenu. Ce qui peut être cool. C'est déjà un bon début. De cette manière, je peux déjà savoir qu'est-ce qui tourne dans un conteneur. Puis après, si on fait du microservice, on peut demander à nos équipes de dev de mettre des ID de coloration qui seraient purement business, qui nous permettraient de tracer effectivement les différents appels pour une transaction donnée, quoi. Genre, j'ai ajouté un produit dans un panier, il a été commandé, tout ça c'est une transaction, et retracer tout son cycle de vie au travers de toute la plateforme. Mais pour faire ça, il faut qu'on ait un minimum de contexte, quoi. Et ça, il va falloir qu'on l'ajoute, c'est indéniable. Là, c'est un début déjà. Deuxième partie, c'est moi en tant qu'Ops, comme je te disais, je suis habitué à déclarer dans mon Agios, Centrion ou HPOV le serveur en question. Sauf que maintenant, je vais avoir 200 conteneurs sur un serveur. Du coup, je vais avoir qu'une seule adresse IP. Comment je fais? En plus, ils vont se déplacer, c'est pas très pratique. Du coup, là, pour ce cas-là, il y a certaines vérifications qui n'ont plus de sens. Par exemple, se dire je vais vérifier le disque, je vais vérifier la mise à jour de sécurité dans un conteneur. Au final, un conteneur est stateless. Est censé pas être modifié. Donc si je dois le remplacer, au final, je vais faire une nouvelle image, la mettre à jour et remplacer. Donc faire un check de disque, là, j'ai pas d'intérêt. Finalement, je vais retirer ce check.
Pareil pour les ouais, surtout qu'en plus, je ne sais pas si vous êtes déjà amusé à faire un DF tirage dans un conteneur, hein, mais à part si vous avez limité les quotas, en gros, vous allez remonter le volume restant sur le hôte. Donc si vous avez 10 conteneurs sur un même hôte, vous avez l'impression d'avoir fait x10 sur votre espace disque, ce qui est faux au final. Ce qui est complètement faux. Donc effectivement, ça va perdre beaucoup de son intérêt. Et du coup, au final, qu'est-ce que je dois vérifier sur un conteneur de manière, on va dire, supervision? Qu'est-ce que je dois encore regarder? La réalité, c'est qu'en fait, un conteneur, c'est un processus. Donc, du coup, ça veut dire que je lance un processus, il faut vérifier ce processus. Donc, c'est vérifier que ce service. Donc, déjà, ça va me retirer une bonne partie des checks que je faisais avant, qui faisaient partie d'un template. Et quid d'un modèle, justement, où les conteneurs vont se déclarer eux-mêmes, ou en tout cas vont dire, bah, moi, écoute, tu me supervises sur cet endpoint, et bah, tu peux aller par là. C'est tout. Déjà, ça va déjà beaucoup s'aider, parce que de cette manière, je vais pouvoir retirer toute une complexité au niveau des agents. Et pareil pour les métriques, au final. Oui, parce que bon, moi j'avais plein de métrologies avant aussi, comme pour le monitoring. Comment est-ce que je fais pour récupérer tout ça? Est-ce que je continue à installer ces agents au sein du conteneur? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que je vais aller installer un stat D dans tous mes conteneurs? Je pense que ça n'a pas beaucoup d'utilité, moi, comme ça. Là, mais... Donc, surtout, c'est qu'on risque de remonter des métriques qui ne seraient pas forcément justes. Mais en plus de ça, il y a certainement matière à plutôt aller collecter des métriques qui seraient sur le host. Parce qu'effectivement, si le host, lui, il lui reste moins de 10% de disque, je serais peut-être intéressé parce que je vais peut-être prévoir un crash. Donc je pense qu'on va peut-être plutôt s'intéresser à ce qui se passe en dehors du conteneur sur son host, voire essayer de voir est-ce qu'on ne pourrait pas récupérer quand même quelques métriques de l'intérieur ou de monitoring de l'intérieur du conteneur, quoi. Mais de l'extérieur, on ne va pas aller installer des agents au sein du conteneur pour faire ce travail-là. D'autant plus que si je devais faire ça, ça voudrait dire qu'il faudrait que je dise aux équipes de dev qui me fournissent l'image Docker qu'ils installent dans leur image, en plus de ce qu'il leur faut pour faire tourner leur applicatif, les outils qui sont nécessaires à moi, exploitant, pour faire le travail de monitoring et de métrologie. Donc on va essayer de sortir ça du conteneur, je pense que ça serait plus malin. Ouais. Moi je pense que c'est une bonne idée à ce niveau. Je ne suis pas sûr que les développeurs apprécient qu'on leur dise que pour faire fonctionner leur image Docker sur leur poste de dev, il leur faille un Agios ou non. Je pense aussi. Hein. Déjà, mettre un environnement Vagrant sur le show, c'est déjà pas mal, et même avoir un Docker for Mac sur sa machine, c'est déjà compliqué. Alors en plus, il faut ajouter tout un environnement autour, c'est pas la peine. Du coup, on va déjà commencer par se créer une vue d'ensemble. Donc cette vue d'ensemble, c'est déjà commencer par récupérer l'ensemble de ces logs. Donc déjà, c'est mettre en place une centralisation des logs. Pour mettre en place cette centralisation, on a déjà plusieurs outils. Le premier outil que vous connaissez tous, en tout cas côté opérationnel, c'est R6Log. R6Log est déjà configuré par défaut par votre distribution pour récupérer tous les event systems. Donc vous avez déjà une partie qui est faite. La deuxième partie, ça va être les conteneurs. Alors, en supposant que côté applicatif, tous les logs sont remontés sur la sortie standard, donc ce qui va remonter ça côté Docker ou Rocket sur la sortie standard, du coup, donc être logué, vous allez pouvoir utiliser les plugins d'intégration au niveau de Rocket et de Docker. Rocket fournit directement une intégration Journal D. Vous avez juste à avoir une intégration à faire entre Journal D et syslog, qui sont déjà installés. Et côté Docker, vous avez juste à avoir à activer un plugin sur Docker, qui va vous dire « envoie-moi tous ces logs vers syslog ». Chacun va vous fournir des capacités de le tag. Donc, vous allez pouvoir dire, par exemple sur un autre, vous allez pouvoir démarrer le daemon Docker ou Rocket en lui disant « ce nœud-là, il a tel label, par exemple ce data center, c'est EU West 1 ». Je vais pouvoir lui dire que la région, c'est Europe, ou peut-être même que le cluster, c'est application 1. Par exemple, vous avez peut-être un cluster dédié. Vous allez pouvoir faire ça au niveau du gestionnaire de conteneurs. Vous allez aussi pouvoir faire ça autrement après, vous allez voir. Donc une architecture, on va dire normale, en tout cas... Qu'on pourrait envisager pour la collecte de logs, ouais. C'est d'avoir justement, comme je disais, CR6 log partout, sur tous les nœuds, qui vont envoyer tous ces logs vers un cluster Kafka, et ensuite qui vont être indexés. Alors, rapidement, vous voyez que vous avez le R6 log qui vous fait du coup tout ce qui est forward d'event system, donc ça c'est quelque chose qui se fait déjà. La partie R6 log, on va en parler après, c'est la configuration, pareil, ça va le forwarder. Kafka, c'est un broker de message. Alors, si je la fais assez rapidement, si vous avez entendu parler de RabbitMQ ou de RabbitMQ, c'est du même principe. La différence est que vous allez devoir... La différence, c'est un journal de commit. Vous allez produire un message qui va être produit et ensuite stocké. De l'autre côté, vous allez consommer et ensuite dire « Ok, je l'ai consommé, je confirme que je m'en suis occupé ». Ce type de cluster est scalable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir 1, 2, X, plein de nœuds. Vous allez voir pourquoi après c'est utile. Donc, les events, je les envoie tous au Kafka Cluster, et ensuite, j'ai la stack habituelle que vous entendez si vous avez entendu parler de Elasticsearch, Logstash et Kibana. Vous allez avoir le Logstash indexer qui va aller s'abonner à ce Kafka et qui va indexer ça dans Elasticsearch. Ici, le gros avantage de Kafka Cluster, c'est qu'il va jouer le rôle de hub de données.
Parce que ce que vous n'avez peut-être pas vu tout de suite, c'est que ces events que vous allez recevoir au niveau log, ça n'a pas qu'une valeur de monitoring, ça a aussi une valeur de business. Côté business, vous allez pouvoir les utiliser pour vous dire, j'ai eu tant de requêtes sur mon front, j'ai eu tant de commandes dans mon business, j'ai eu tant de transactions qui ont été faites côté bancaire. Ce genre de choses, c'est des logs qui arrivent aussi là-dedans. Du coup, vous allez pouvoir envisager le fait de peut-être connecter un jour un cluster Hadoop derrière le Kafka. C'est des évolutions possibles. Du coup, le fait de choisir Kafka, ça vous permet d'avoir une flexibilité au final. Ça a effectivement deux gros intérêts, hein, le cluster Kafka, c'est que c'est un outil qui est capable d'encaisser une charge juste monstrueuse. Criteo, je crois qu'il est l'un des plus gros consommateurs, enfin un des plus gros clusters Kafka, ils font 8 millions de messages secondes. Donc on peut dire que ça a un peu de marge avant de le descendre. L'autre intérêt, c'est qu'effectivement, si un jour on décide de rajouter d'autres consommateurs derrière le cluster Kafka, on n'a pas besoin d'aller changer toute la conf d'ER6log pour leur dire « Hey, en plus de Elasticsearch, tu vas les envoyer dans un Hadoop ». On a juste à rajouter un consommateur derrière le Kafka et le tour est joué. On n'a pas besoin de retoucher à toute la plateforme. On a peut-être plusieurs centaines de serveurs sur la plateforme. Donc c'est un énorme intérêt pour ça. Ça vous permet d'avoir surtout une évolutivité sur le long terme, parce que du coup vous avez quelque chose qui est installé et ça vous restera sur une longue durée, vous n'aurez pas besoin de le faire évoluer derrière. En tout cas pas directement. On va commencer du coup par ce petit bout à gauche, la partie R6log du coup. La partie R6log tout seul est simple, en soi, donc je vais en parler, mais simplement, c'est la partie Docker, c'est ce qui vous intéresse, qu'on est quand même au parler containerd. Donc pour ça, voilà comment ça se configure. C'est une ligne de configuration dans un fichier. Je pense qu'on a vu pire. Donc on a juste à mettre un log driver à syslog, vous redémarrez Docker, à partir de là, vous lancez vos Docker avec une option de log. Vous pouvez dire, je veux que tu me tagues mon application avec ce nom, donc par exemple myawesome nginx, et vous retrouvez à avoir vos logs qui sont directement tagués avec directement dans votre ligne de log le tag de l'application. De cette manière, vous avez déjà eu du contexte sur votre appli. Ouais, c'est plutôt sympa. Moi, ça me plaît, c'est assez simple en plus à mettre en place. On a la même chose chez Rocket, mais sauf que chez Rocket, l'intégration est faite encore plus loin déjà, donc on a juste à configurer en réalité journald qui va vous juste lui dire de forwarder tout ce qu'on a vers syslog. Une fois que c'est fait, bah, on a directement tous les messages qui arrivent dans syslog. Okay. Il y a quand même une petite deuxième partie à ça. Waouh. Là, c'est la partie R6log. C'est là où ça se complique un petit peu. R6log, il a deux parties pour la configuration. On a la partie template, qui va définir le message qui est envoyé donc, sur Kafka ou sur les fichiers, ça comme vous voulez. On a pris le parti de faire un fichier JSON, donc un message JSON, qui va contenir... Donc la première ligne, c'est le time generated, donc c'est la date du message. Deuxième, c'est de qui ça vient. La troisième, donc la source, la même chose, mais en ayant l'IP en clair, de manière à savoir directement, on va peut-être se connecter le jour où on a un incident, c'est-à-dire qu'on n'a plus de log. Le message, donc pour contenir, c'est là où on va avoir justement le timestamp avec l'app-name, donc c'est l'app-name qui va contenir justement notre tag avec l'application, et derrière le message de log. Et ensuite, on a les fields, on va directement exporter l'ensemble des champs qui sont donnés par syslog. Donc on va avoir la facility si c'est du info, si c'est du debug, etc. On va l'avoir en mode texte et en mode numéro. Donc ça, c'est le format habituel chez syslog. L'app-name une deuxième fois et le PID. Alors, si comme moi, vous avez un peu peur du format de templating, c'est à peu près documenté. L'autre intérêt, c'est qu'à la rigueur, assez rapidement, on peut aussi intégrer des tags en dur. Par exemple, si on configurait ça avec un outil d'interface code, on pourrait rajouter des éléments comme l'environnement dans lequel la machine tourne, le rack, le data center, ce genre de choses. On pourra ajouter autant de contexte que vous voulez là-dedans et ça sera autant de données que vous pourrez requêter après pour la centralisation. L'avantage, c'est que si vous le mettez là, du coup, ça va directement être tagué pour tout, pas seulement pour les logs Docker. Ça va être pour les logs aussi système, SSH, audit, SE Linux, etc. Tout passera par ça et sera tagué. Ensuite, derrière, on envoie ça sur Kafka. On peut l'envoyer sur Kafka, donc on configure donc, le pod. Comme je disais, donc là c'est OM Kafka. Ce module-là est disponible depuis R6log en 8.7, donc c'est une version qui est sortie il y a 1 an et demi. On a ensuite le topic. Alors, sur Kafka, je parlais tout à l'heure que c'était un broken message, donc on a un concept de topic. Un topic, en fait, c'est, on va dire, une file, on va dire, c'est le sujet, c'est j'envoie des messages de type applog ici, et j'envoie les messages sur ce sujet. On peut avoir d'autres topics, c'est un choix. Après, on peut se dire, par exemple, que sur plusieurs clusters différents, je vais avoir un topic différent pour pouvoir différencier la chose. Alors là, c'est plus des raisons de scalabilité aux choses. Donc, c'est pas le sujet du talk sur Kafka, donc si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à venir me voir après. Partition auto, ça fait partie aussi de Kafka, donc ça, juste écoutez-moi là-dessus. Brokers, vous allez dire la liste de serveurs, donc c'est là où il faut envoyer le log.
Et template, c'est utiliser le template qu'on a déclaré juste avant. Donc, vous pouvez déclarer plusieurs templates si vous voulez. Et on a d'autres flexibilités dans R6log. Là-dessus, vous allez avoir des flexibilités du type les conditions, pour dire si dans le message de log je contiens info ou autre chose, pouvoir faire des actions dessus. C'est une flexibilité qui est plus poussée que vous allez pouvoir avoir dans la doc d'R6log. Mais là, je ne l'apporte pas parce qu'en fait, l'idée, c'est de prendre juste tous les logs et les envoyer directement. Alors, c'est bien beau tout ça, mais c'est quand même... pourquoi R6log? Parce qu'on a pu voir quand même que le template, c'est pas simple. Oui, c'est pourquoi on a fait ces choix. Alors pourquoi R6log? C'est parce que, comme l'a dit tout à l'heure Jonathan, c'est quand même un outil qui est installé de base dans presque toutes les distributions les plus utilisées, CentOS, Ubuntu, etc. Il est déjà présent, c'est fiable aussi, c'est utilisé, ça existe et c'est mature, ça existe depuis très très longtemps, on va dire, et c'est utilisé par la plupart des ops. Il y a un protocole standard syslog qui est aussi éprouvé, qui permet d'échanger les messages. Et puis surtout, comme l'a dit tout à l'heure Jonathan, au final, de base, il intègre déjà tous les events du système. Donc on n'a pas besoin d'intégrer ça, on a juste eu le petit bout de configuration un peu moche à faire avec les templates là, pour intégrer les logs de Docker, mais c'est tout, quoi. Alors il y a d'autres options, effectivement, il y a Logstash Zipper et FluentD qui sont deux providers de logs qui permettraient de faire ça aussi, mais il va falloir faire le travail d'aller intégrer aussi les log systems si vous voulez utiliser ces outils-là. Ça marche aussi. Hein. C'est un choix. Vous pouvez faire le choix de faire du FluentD, dans ce cas-là, vous faites la configuration manuellement. Alors après, ça peut apporter d'autres éléments de flexibilité en fonction de votre besoin. C'est un choix. Si le gain est plus élevé que le fait de devoir travailler un peu plus pour l'intégration, faites ce choix. Il faut le tester. Voilà, donc c'est bien. Donc ce qu'il faut vraiment faire attention quand on veut loguer avec du conteneur, c'est effectivement de rajouter du contexte. On va marteler un peu là-dessus, mais c'est important. Sachant que de base, avec du R6log, vous avez déjà quand même pas mal d'éléments, genre sur l'IP de la machine, l'ID du conteneur, le nom du process qui est dessus. Et en plus de ça, on peut récupérer effectivement d'autres informations comme son rack, etc. Mais aussi et surtout, ce qui va nous intéresser, nous, c'est l'application, le microservice qui est en train d'être logué sur cette ligne. Donc c'est déjà très bien intégré, que ce soit sur Rocket ou sur Docker. On vous a mis un joli lien sur la doc pour la configuration de syslog avec tous les tags et toutes les informations qui sont ajoutées aussi à chaque event log. C'est-à-dire que en fait, quand Docker ou Rocket va récupérer un message dans le stdout, il va venir l'enrichir de base avec un ensemble de données en plus du tag que vous allez rajouter, quoi. Donc il y a de la doc pour vous fournir l'ensemble des tags qui sont mis en auto. Alors attention, vous allez vite crouler sous les logs, hein, parce que R6log avec les log systems, vous allez tomber sur les logs du genre tiens, machin s'est connecté en SSH sur la machine, où il a planté, il a essayé 4 fois, plus des fois aussi une bonne palanquée de lignes vides. Ouais, c'est Linux qui s'est dit je suis en mode enforce, ou même juste en permissive, et je retrouve à avoir toutes les actions possibles qui se passent sur les Linux qui sont loguées. Donc il ne faut pas hésiter à filtrer, mais faites attention à ne pas être trop restrictif sur vos filtres, parce que, comme l'a dit tout à l'heure Jonathan, il y a certaines données que vous n'allez peut-être pas exploiter dans les médias, mais que vous allez certainement vouloir exploiter dans le futur, et si jamais vous avez filtré toutes ces données-là, vous n'aurez jamais la possibilité de les explorer. Par exemple, effectivement, sur les logs d'un load balancer, sur la machine, vous n'allez peut-être pas tout de suite regarder les connexions entrantes, mais dans un futur plus ou moins proche, vous allez peut-être vouloir commencer à regarder pour faire de la détection de fraude, pour éviter le piratage, les attaques DDoS, etc. Donc il ne faut pas trop filtrer. Ensuite, une fois qu'on a fait cette centralisation de log, on va aussi s'occuper des métriques maintenant. Parce qu'on sait bien les events, où maintenant on a des events dans Kafka et directement dans Elasticsearch. On se retrouve à avoir du coup tout ce qui se passe, on va dire de manière chronologique sur la plateforme. Maintenant, je n'ai pas de métriques numériques. Et comme on l'a dit, on ne va pas les coller à un collectD par exemple ou un statD dans les conteneurs. Ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt mettre ce genre d'agent-là sur le host et on va essayer d'aller interagir avec les API qui sont fournis par nos runners de conteneurs préférés, type Docker et Rocket, qui fournissent des API pour aller justement consulter les métriques qui sont liées à un conteneur donné, sur sa consommation CPU, RAM et disque par exemple, mais aussi les I/O network. Donc on va aller plugger notre agent pour aller interroger ces API, récupérer les métriques et puis les traiter comme si c'était de la machine, quoi. Du coup, tout ça, ça me donne des métriques système, utilisation CPU, mémoire, on va dire disque, même si c'est pas très intéressant, et réseau. Maintenant, conteneur, il a quand même une application. C'est quand même son but premier, c'est de lancer une application. Donc maintenant,
Jusqu'à maintenant, la tendance, on va dire, c'est soit les développeurs vont fournir de manière de fournir des métriques dans l'application, soit il n'y en a pas, et la solution peut-être courante là-dessus, c'est de se dire, je vais prendre un agent d'APM qui va faire de l'inspection de la réflexion. Alors l'inspection de la réflexion, c'est des choses qui vont aller voir dans l'application pour essayer de voir comment elle est faite au niveau des classes, objets et autres, et prendre des métriques dessus. Le problème avec ce type d'approche, c'est que ça ne donne pas des métriques forcément très pertinentes parce qu'on ne sait pas d'où elles viennent exactement. Donc il faut essayer de comprendre ce qu'on en fait. Puis encore une fois, on ne va pas installer ces agents-là. Et on ne peut pas de toute façon les installer. Donc ce qu'on se dit, hein, c'est finalement, on va peut-être demander aux développeurs de nous fournir des métriques intéressantes. Parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des métriques business dans l'application. Et quelque part, ça se tient qu'on le demande aux développeurs, parce qu'eux, ils sont les mieux placés encore pour savoir quelles métriques business leur application sont en capacité de remonter, quoi. Moi, je ne sais pas que le service A, en fait, c'est un service qui fait des commandes dans le panier et que l'autre, il fait le traitement de flux bancaire. Du coup, c'est chaque service qui sait ce qu'il a d'intéressant à en loguer comme business. Donc, plutôt que d'essayer d'imposer des outils et des manières de faire à nos développeurs, on va plutôt essayer de rentrer en communication avec eux pour leur dire, voilà, nous, on voudrait ces métriques-là, vous êtes les mieux placés pour nous les monter, donnez-les-nous. En plus de ça, avec l'arrivée des conteneurs, c'est fini le temps où on faisait que du Java. Maintenant, on va arriver des serveurs en Node, des serveurs en Go. Chaque technologie a sa manière aussi de faire ses logs et son écosystème. Donc ça fait sens de dire, on va fournir plutôt un endpoint à nos développeurs pour la prod, pour leur dire, nous on est capable de collecter ces métriques via ce cheminement-là. Par contre, à vous de nous les fournir. Enfin, à vous de nous fournir les métriques, quoi. On n'a pas trouvé de solution moins intrusive, comme on a pu le trouver par exemple avec les logs, parce que les logs, ils ont juste besoin de faire un std out et c'est bon. Là, on est obligé de leur demander un petit effort, mais au final, c'est peut-être ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Enfin, nous, c'est ce qu'on a estimé qu'il y avait de plus intelligent à faire. Ouais. Et ensuite, du coup, maintenant, comment on les récupère et centralise ces métriques? Alors là, on a plein de choix. Alors, on a eu des talks précédemment de Prometheus qui parlait de l'approche pool, on va chercher les métriques. Là, pour ce talk, on a fait un peu le choix de l'approche en mode push. C'est un choix, c'est pas un silver bullet. Vous pouvez faire le choix inverse et ça se fait aussi. Du coup, premier composant, c'est la collecte des métriques. Donc on va avoir collecte D, on va avoir Telegraph, on va avoir Prometheus, comme on a pu le voir juste avant. Dans ces cas-là, vous allez avoir des listeners ou des exporteurs de métriques qui vont être au plus près de l'application pour récupérer les métriques, déjà. Une fois qu'elles ont été récupérées, vous allez les écrire, ces métriques, dans une base de données time series. Alors, une base de données time series, c'est une base de données qui va stocker des séries de temps, une série de temps étant une liste de métriques qui sont chronologiques avec une valeur, un nom, et un timestamp. Et en plus de ça, l'intérêt des bases de données time series, c'est qu'elles incorporent aussi des fonctions qui permettent de gérer des ranges de temps. Genre, donne-moi la moyenne des points sur un range de temps. Ou fais-moi des sommes de séries, etc. Enfin, c'est capable de manipuler les datas dans le temps, quoi. C'est surtout ça son intérêt. Et une fois qu'on a récupéré ces métriques qui ont été envoyées vers ces systèmes, on va pouvoir ensuite les visualiser. Alors Prometheus fournit des interfaces web pour ça. On va aussi avoir Grafana, on va aussi avoir Chronograph, qui est fourni par la stack TIG, donc chez Influx, qui va permettre de voir ces données. Donc là, vous allez pouvoir les visualiser et en faire des dashboards. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir justement creuser dans le passé en cas d'incident ou montrer en live des choses, par exemple en mode business. Dans tous ces outils, vous pouvez faire du mix and match. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stack super meilleur que toutes. Vous pouvez vous dire que je prends du Prometheus pour toute la chaîne. Vous pouvez aussi vous dire, je vais prendre Telegraph pour une partie, InfluxDB pour le stockage, et puis en fait, je ne vais pas prendre la stack Chronograph de chez Influx, mais je vais prendre Grafana. C'est pas un problème, c'est ce qui correspond à votre besoin. Là-dessus, vous devez tester, en général, c'est la meilleure méthode, et voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Et bien sûr, de toute la partie collecte, chacun des outils fournissent des manières de taguer les métriques, de manière à pouvoir savoir d'où elles viennent. De manière à pas retrouver dans... Comme pour les logs, on a besoin d'avoir du contexte pour retrouver nos métriques, quoi. Mais à part tomber dans le problème du j'ai les métriques, mais je ne sais pas à quoi elles correspondent au final. Donc voilà une idée d'architecture pour récupérer ces métriques. Donc là, on a fait le choix de collecte D. Qu'on a installé donc sur les hosts, bien sûr, pas dans les conteneurs. Donc là, dans ce cas-là, on va avoir collecte D qui va sur les machines, qui va collecter les métriques système et qui va aussi collecter via les API REST de chez Docker et aussi peut-être en étant listener, comme on le disait, StatD, en écoutant des métriques pour les recevoir. De la part des conteneurs. Ouais. Ensuite, une fois que tout ça s'est collecté, ça va être envoyé, donc, comme on disait, vers Graphite, InfluxDB ou Prometheus. Et ensuite, on va pouvoir les visualiser avec un Grafana. Donc ça, c'est un choix. C'est une possibilité. Vous pouvez faire le remplacement, comme je disais, de Grafana par
chronographe, par exemple, ou juste avoir Prometheus tout seul qui fasse la visualisation, c'est un choix. Alors, donc, CollectD, pourquoi le choix de CollectD rapidement? Parce qu'il y en a d'autres. Hein. Mais CollectD, c'est un collecteur de métriques donc open source qui est codé en C. C'est intéressant, enfin c'est important pour moi parce que je voulais pas que mes agents de collecte de métriques bouffent les perfs de mon applicatif, quoi. J'ai déjà vu des agents de collecte de métriques qui, toutes les 4 minutes, prenaient 100% de CPU. C'est un peu dommage. Et dire à mon applicatif et à mes clients que l'application est tombée parce que c'est les outils de monitoring qui ont fait tomber la plateforme, moche. Bon, faut dire qu'on faisait des trucs tordus aussi dedans, mais bon, soit on pourrait aussi faire ça avec du CollectD, ceci dit, hein, mais l'empreinte mémoire de CollectD, pour le coup, est quand même assez faible. C'est assez efficace. Il y a une communauté qui est très très active autour de CollectD. Il y a une belle liste de plugins que vous trouvez sur le lien là, avec pas mal de choses pour aller lire les métriques système, mais aussi de d'autres types de données, comme par exemple aller interroger du varnish pour aller connaître le nombre de hits sur un varnish ou sur le Radis, sur du MongoDB. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont traitées par CollectD, et puis on peut écrire dans différents types de sorties. Là, on parlait de Graphite, par exemple, ou d'InfluDB, mais ça peut aussi pousser dans du Kafka ou du RabbitMQ, ou appeler un serveur HTTP, et ça peut faire tout ça en même temps, en plus. Enfin, bref. C'est assez flexible, du coup, vous pouvez faire le choix de prendre CollectD et de dire je teste, j'ai mon choix, c'est CollectD pour la collecte. Par contre, je ne sais pas encore ce que je vais choisir pour la récupération, le stockage de métriques, donc je teste et puis je vais bien voir. Un petit bout de conf sur CollectD. Donc tout en haut, le hostname, c'est juste le nom de la machine qui va apparaître dans à peu près toutes les métriques. On va loader les plugins, et le cas échéant, si on a besoin de faire de la configuration de CollectD pour certains plugins, on va l'ajouter via des espèces de nodes XML, même si ce n'est pas vraiment du XML. Donc j'ai mis juste l'exemple d'un plugin de TCP-Cons qui va aller requêter les stats sur les sessions TCP de votre machine courante, celles qui sont en wait, etc. Donc là, on lui dit qu'on veut écouter que ceux qui sont sur le port 25, par exemple. On va lui spécifier qu'on veut que ce port-là, sinon on va prendre tout le monde. Et puis un autre exemple où on va configurer le plugin pour écrire dans le Graphite. Donc on va lui spécifier le nom, le host et le port pour qu'il puisse envoyer les métriques à destination, quoi. Et puis éventuellement, on peut lui mettre un préfixe pour préfixer le pass dans Graphite. Et là, on peut rajouter du contexte à foison si on veut. Comme on peut voir rapidement, on voit que les plugins, il y a pas mal de plugins qui n'ont pas de configuration, en fait, comme syslog, CPU, df, load, memory. Tous les plugins n'ont pas forcément besoin de configuration. Si certains ont soit n'en ont pas besoin du tout, enfin CPU, je ne pense pas qu'ils aient besoin de configuration. Il y a le plugin Docker, on n'a pas mis sur la liste là, mais qui justement, vous pouvez juste le mettre. Et même chose, il va juste aller voir localement et faire la collecte. Donc vous n'avez pas de configuration à faire. Ce qu'il ne faut pas oublier quand vous faites ce genre d'infrastructure, la première, c'est votre base de données. Si vous faites le mauvais choix de base de données, vous allez avoir des impacts derrière qui vont être liés non seulement au stockage géométrique, mais surtout à vos dashboards. Si vous avez 200, 300 dashboards qui ont été produits pour pouvoir faire de l'investigation, au final, si vous changez votre système de base de données, qui par exemple passe de Graphite, Carbon à InfluxDB, la structure des métriques n'est pas la même. Vous allez devoir tout revoir. Tout. Vous allez devoir faire tous vos dashboards. Et que ça soit ça, ou peut-être alerting, si vous avez l'alerting qui est basé dessus. Et en plus de ça, il faut bien faire attention à la normalisation des noms des métriques et à prévoir assez loin dans le futur, parce que c'est pareil, si vous changez la nomenclature de nommage de vos métriques, vous serez bon à faire tous vos dashboards de la même manière. Et ensuite, comme je discutais juste avant d'alerting, moi, pour l'alerting, j'ai une première chose, c'est que j'aime pas être réveillé la nuit. Pas du tout. Je pense que voilà, les développeurs n'aiment plus, et peu importe qui, je pense que n'aiment pas travailler la nuit pour des raisons qui auraient pu être évitées. Donc j'aime bien être proactif. Donc, pour être proactif, la première chose, c'est discuter de métriques qui sont importantes et intéressantes. Peut-être que la métrique d'avoir l'occupation de disque de manière permanente, c'est pas intéressant. Peut-être qu'il y a eu un job de backup qui m'a pris presque full disque pendant 30 secondes, et puis finalement ça a disparu. C'est un instant T. Ce qu'il faut peut-être voir, du coup, c'est voir des métriques fonctionnelles intéressantes. Donc avoir un nombre de messages, comme je disais, un nombre de transactions, un nombre de commandes, mais aussi avoir des métriques sur les tendances et pas sur un instant T. On peut avoir une tendance, par exemple sur un site d'e-commerce, on sait que mes heures actives c'est de 8h à midi et de 14h à 17h. Alors c'est pas réaliste, que la réalité c'est plutôt midi. Mais envisageons ça. Si je prends ça et que par exemple à un moment, peut-être 2 semaines plus tard où j'ai pris mes tendances, je me retrouve à avoir un cas où en fait j'ai 0 commande à 9h. Alors que d'habitude, j'ai 250 commandes par seconde. J'ai peut-être un problème. C'est ce type d'alerting qui est plus intéressant. Déjà, ça va pouvoir nous montrer des visions. Et si je prends les lignes d'espace disque, par exemple l'espace disque d'une machine,
je vais voir des tendances. Donc je vais voir par exemple le disque qui se remplit la nuit, et en journée, par exemple, l'occupation va croître de 1 ou 2%. Si je vois que la tendance c'est plus 2%, mais 10% d'un coup, je sais que je vais avoir un problème dans pas longtemps. Donc finalement, je vais le voir en avance. Je ne vais pas le voir au moment où ça va sonner la nuit, à 1h du matin, 2h du matin. Et puis bon, l'avantage des tendances, c'est que ça évite aussi les faux positifs. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de monitorer de la JVM, mais si jamais vous tombiez pile poil juste avant que Java fasse son GC et qu'il était en full memory, on pourrait dire ah, il n'y a plus d'espace. En fait, il fait son GC juste derrière et il avait largement la place. Bon, ça aurait été dommage qu'il m'alerte alors que le GC allait passer. Vaut mieux que j'ai une tendance et qu'il me dise attention, là, la JVM, elle est full depuis 10 minutes, c'est pas normal, il y a 4 GC qui sont passés, ça va pas libérer. Je préfère avoir une tendance que d'avoir des alertes sur un seuil à un instant T, quoi. Du coup, pareil pour les checks. Jusqu'à maintenant, je faisais les checks qui étaient sur chacun des services, chacun des endpoints. Maintenant, c'est peut-être une meilleure idée de faire les checks qui soient plus end-to-end. Que je sais que je fournis un service, je vais vérifier le service en amont. Mon service ne répond plus. Du coup, je sais que ça ne va pas. Et du coup, je vais peut-être essayer de travailler pour faire des checks qui soient justement pertinents sur du end-to-end. C'est-à-dire, je vais faire un check sur le front-end, qui va aller chercher sur le back-end, qui va faire une test de connexion sur la base de données, par exemple. S'il y a un point qui ne marche pas, je suis KO. Là, j'ai qu'un seul check, au lieu d'avoir 200 checks dans ma monito. Et c'est OK ou c'est pas OK. C'est pas 200 mails d'un coup je reçois la nuit au moment où ça claque, et lequel est intéressant. Donc c'était plus intéressant de faire ça de cette manière. Même chose avec vos systèmes de cluster. Il peut être intéressant de monitorer aussi vos systèmes de cluster directement. Parce qu'eux aussi fournissent des systèmes de check, des checks de vos applications. Donc ils vont aussi vous donner des infos. Puis bon, il faut aussi les monitorer parce que si jamais vous perdez votre master Mesos, vous avez l'air malin. Ça ne va pas brancher votre plateforme de marché, mais si jamais on a besoin de redéployer, s'il n'y a plus de master, ça va être un problème. Pareil pour Kubernetes et Swarm. Même problème. Si on n'a pas les instances qu'il faut, qui sont bien et qui ne sont pas en bonne santé, ça peut avoir un souci. On va rien pouvoir lancer, et rien en cas de perte de nœud, on va être coincé, quoi. Bon, attention, ça peut quand même faire mal tout ce qu'on vient de dire. Parce que bon, on se dit, là, jusqu'à maintenant, on s'est dit on va vérifier une infrastructure. Sauf qu'on vient de mettre en place une infrastructure pour vérifier une infrastructure. Donc il faut peut-être la surveiller aussi, elle, en fait. Donc, d'une, ne pas tomber dans l'external alerting. Parce que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, et c'est un peu la tendance actuelle, c'est de faire des checks partout, justement, sur tous les points possibles des conteneurs et de l'application. Donc déjà, essayer de condenser l'information, de faire un minimum et de prendre juste l'information intéressante. Comme je disais, les checks sont déjà faits par les orchestrateurs, donc pas besoin de les refaire. Puis pas besoin de les intégrer dans le conteneur, donc ça va déjà limiter le nombre d'alertes, quoi. Donc déjà, ça va retirer un check par application. Déjà, ça en fait pas mal de moins. Ensuite, ne multipliez pas les outils. Donc, essayez toujours d'utiliser un outil et de centraliser au maximum sur un outil. Par exemple, vous utilisez Grafana et R6log. Arrêtez-vous à ça. Ne dites pas, je vais mettre en place du Logstash Shipper pour une autre chose, et puis Fluentd pour autre chose. Du Datadog pour un autre truc, et puis du Spartex pour un autre. Parce qu'au final, ce qui va se passer, vous allez retrouver avec 42 outils, en cas d'incident, ça va être très très compliqué de faire la corrélation des événements au travers de toute la plateforme. Si vous arrivez à minimiser au maximum les outils, vous avez déjà minimisé les problèmes, et en plus de ça, en termes de diagnostic, ça va être plus facile à réaliser, quoi. C'est pour ça, comme on disait tout à l'heure, c'est important de faire le choix et de bien tester avant, pour voir votre besoin et faire le bon choix. Automatisez votre infrastructure. Donc, ce qu'on disait pour mettre en place des R6log et collecter, il faut mettre en place sur tous vos serveurs. Alors si votre parc de serveurs, c'est 700 serveurs, vous n'allez peut-être pas le faire à la main. Donc là, pour les déploiements, utilisez du Terraform, utilisez du CloudFormation, utilisez du Google Deploy Manager, donc, en fonction du cloud où vous êtes, pour déployer machine, et utilisez des systèmes de gestion de configuration le plus possible. Donc Ansible, Puppet, Salt, Chef. Toujours pour les hosts, hein, bien sûr. Hein, toujours pour les hosts. Pas pour les conteneurs, oui. Et faites usage au maximum de templating. C'est déjà assez complexe comme ça, pas besoin de s'ajouter la complexité. Donc faites un dashboard ou 2 dashboards qui soient paramétrables et qui ont des templates. Vous pouvez les faire évoluer et vous n'avez pas besoin de trop réfléchir à chaque fois à une nouvelle application, à un nouveau conteneur. Ça vous simplifie la vie. C'est vrai que là, on a mis pour les dashboards de métrologie, mais ça peut être aussi pour les monitoring, l'alerting, de la même manière. Une application Java, à peu près, on peut être sûr qu'on aura grosso modo les mêmes besoins, quel que soit l'appli. Et dernier point, ça, on en parlait rapidement tout à l'heure, Jean-Pascal, c'est ne sous-estimez pas la volumétrie. Justement, vos logs. Les logs qu'on a, vous allez avoir une volumétrie très élevée, on va avoir un flux de logs très élevé, vu que vous avez les event systems et applications. Du coup, faites en sorte de faire du capacity planning dessus. Faites attention. Oui, parce qu'en plus, en général, si la boîte marche et que le projet fonctionne, la plateforme, elle est vouée qu'à grandir. Donc, il faut prévoir ça.
Donc faites attention. D'une part sur la charge à un instant T de log qu'elle peut prendre, mais aussi par rapport à la rétention. C'est-à-dire que, est-ce que ça va vraiment vous intéresser de garder les données sur 10 ans, quoi? Ou est-ce que vous allez vouloir les garder à 10 ans, mais sur la même granularité? Je m'explique, sur de la métrologie, je vais peut-être vouloir garder des points toutes les secondes. Par contre, cette précision-là, je vais peut-être la vouloir garder 2 jours, et au bout de 2 jours, je vais l'agréger pour passer à un point toutes les heures, ou tous les jours après. Voilà. Pour garder des tendances, effectivement, mais on va limiter l'impact sur les temps, et il ne faut pas sous-estimer cette notion de rétention, bien la prévoir avant. Très important, sinon vous allez retrouver à avoir des cas où vous allez juste avoir un incident de prod sur votre plateforme de monitoring et vous redevenez aveugle. Ouais. Donc, voilà, donc, désolé pour les questions, on sera juste derrière si vous voulez poser des questions.